tàgguna mbar njaay tàggatuma mbar njaay yoo sang jëli ma faat ji ngay ni ngay loo for na may lenge faratuma lenge booy kama xama ma yónni woon magam juli duma daan wuy ne maamoo maam singringe 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 wuy ne maam booy baax na fonk leen seeni maam wuy ne maam booy baax na. Ce que la classe politique sénégalaise hérite de la France, c'est, si vous voulez, d'une colonie qui devient un État, mais d'une colonie, moi, que je définis comme une colonie qui était fondée sur un modèle que j'appelle le modèle islamo-wolof. C'est-à-dire, l'État colonial n'est pas un État français. L'État colonial repose sur le centre, les pays de l'arachide. Une construction politique à la base, le pouvoir des chefs de confrérie et des marabouts et des périphéries. Et pour revenir plus précisément à votre question, c'est que ce modèle qui a permis qu'on soit pour ou contre le modèle, qu'on soit pour ou contre les résultats du modèle, et ce modèle qui a assuré la stabilité de l'État sénégalais. Le Sénégal, comme tous les pays qui ont accédé à l'indépendance en 1960, a été particulièrement marqué par une sorte de coalition pour l'indépendance. Mais le Sénégal a ceci de particulier que, au contraire de la Guinée, au contraire du Mali, de la Côte d'Ivoire, où il y a eu un parti véritablement de type nationaliste qui avait une majorité écrasante dès le départ et un soutien populaire unanime, le Sénégal a eu une vie politique morcelée qui date de très longtemps. Donc, le Sénégal est arrivé à l'indépendance dans le cadre de la division des forces politiques, fondamentalement. Et l'autre acteur, c'est le parti maraboutique. Mais ils étaient tous pour le oui, c'est-à-dire contre l'indépendance. Pour ceux qui ont lutté pour l'indépendance, on les oublie souvent, c'est les femmes. C'est les femmes donc, qui ont mené une action d'avant-garde et qui avaient créé l'association des femmes du Sénégal donc, et qui regroupait les femmes de toute obédience, n'est-ce pas? Donc, mais maintenant, toujours nous avons cette action d'avant-garde que menaient les syndicalistes, d'une part, qui avaient très franchement dit non à la communauté, c'est-à-dire oui à l'indépendance, mais au Sénégal, nous avons aussi tous ceux qui étaient dans le parti de l'opposition radicale, le PRA Sénégal qui va être... Et même on verra que les ministres qui étaient dans le gouvernement du Conseil ont démissionné. C'était Latif Camara, c'était Mokhtar Mbow et autres, donc ils ont démissionné donc pour mener la lutte radicale. Et même plus tard, au niveau des indépendances, le président Senghor a eu à faire face donc, à cette opposition radicale qui était incarnée par le PRA Sénégal. Donc voilà un peu comment les différents acteurs politiques se présentaient. Donc il y a les syndicalistes, les politiciens surtout qui avaient sur ce rôle très opportuniste quelque part, en plus d'être derrière des syndicats métropolitains et des partis métropolitains, c'était la théorie de l'affiliation. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a trois pôles. Le pôle de Lamine Gueye, qui représente la ville, qui représente une façon de voir le système colonial, qui est contre, si vous voulez, ce modèle islamo-wolof tout anti-participant. Il y a Mamadou Dia. Mamadou Dia, c'est le nationaliste qui a une vision très moderne, si vous voulez. Que c'est quelqu'un qui est un musulman, mais qui est un musulman moderniste du type de Ben Badis. Il est contre les confréries. Il est contre les confréries, on peut dire pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons purement politiques. Il veut casser la position d'intermédiation que les marabouts se sont octroyés depuis la période coloniale. Il veut casser le modèle islamo-wolof. Donc il considère que c'est la condition, comme dirait Senghor, sine qua non, pour créer un parti de masse. Senghor, lui, c'est autre chose. Senghor, et c'est ça le paradoxe. Il est chrétien, il est catholique,
mais il comprend parfaitement le modèle islamo-wolof. Et il le comprend très vite. Dès qu'il crée le BDS, il sait ce qui se passe. Un, qu'il faut qu'il s'oppose aux gens des 4 communes, à Lamine Gueye. 2, qu'il faut qu'il trouve des partisans dans cette première génération de gens qui sont éduqués comme Mamadou Dia, mais qui ne sont pas des 4 communes. Et 3, en fait, il avait compris qu'on ne peut pas prendre le pouvoir dans ce pays si on ne s'appuie pas sur ce modèle. Ce qu'on appelle les pères de l'indépendance dans ce pays, en réalité, on pense à Senghor, à Lamine, à Mamadou Dia, mais c'est ceux qui, curieusement, étaient absents quand le général de Gaulle était venu en 1958 pour faire son fameux référendum. Donc, c'est Valdiodio Ndiaye qui a reçu de Gaulle à la place Protet, aujourd'hui actuelle place de l'Indépendance, et qui a fait le fameux discours. Le président Senghor s'est débrouillé pour s'absenter. Le président Mamadou Dia aussi s'est débrouillé pour s'absenter. Et curieusement, c'est eux qu'on appelle les pères de l'indépendance. Ceux qui ont gouverné nos pays depuis les indépendances n'ont pas réinventé la politique. Nos pays étaient des colonies gouvernées par la France dans les pays dans les colonies françaises, l'Angleterre, dans les colonies britanniques, l'Espagne, le Portugal, etc. Ces gens, quand ils partaient au moment des indépendances, se sont arrangés pour installer, en général, ce n'est pas partout la même chose, mais en général, des hommes liges, des régimes qui leur étaient favorables. Et tout cela faisait que nous étions persuadés que nos pays qui étaient arrivés à l'indépendance sans lutte politique armée ne pouvaient pas s'en sortir. Et c'est ce que nous constations d'ailleurs sur le terrain. C'est qu'en fait, au fond, il relève de la responsabilité d'un État ou d'une nation d'avoir un projet progressiste. Parce que dans le projet progressiste, il y a une dimension économique, mais qui ne suffit pas à elle seule. Il faut une dimension réglementaire, juridique, des choix de société qui font que ce que l'économie produit, si elle est efficiente, est redistribuée de manière beaucoup plus socialement juste. Et ça, c'est une question qui déborde l'économie. L'ordre économique, dans ce cas-là, est un ordre des moyens, comment produire de manière beaucoup plus efficace, comment créer de la richesse. Et l'ordre politique serait un ordre des finalités, qui dirait cette valeur ajoutée que nous avons produite, qu'est-ce qu'on en fait? Comment nous distribuons la rente? Il y a peut-être des possibilités seulement, disons, de mieux gérer le pouvoir. Mais le pouvoir est aux mains de certains. On n'a pas cette sagesse de Platon qui voulait quand même que la cité soit dirigée par des philosophes, c'est-à-dire non pas au sens technique du terme, mais par des sages, des gens qui ont le souci de l'État, qui ont le souci de la nation et qui n'ont pas seulement le souci de leurs intérêts particuliers. Nous avons, comme je disais, un ordre social qui exclut un certain nombre d'acteurs en jouant, en instrumentalisant aussi bien le droit moderne que le droit coutumier et autres. Donc ça peut concerner effectivement les jeunes, les femmes, les ruraux par rapport aux urbains, ceux qui ne sont pas instruits par rapport à ceux qui le sont. Voilà, sauf s'ils ont d'autres atouts en termes de confréries religieuses ou de liens claniques à faire jouer, qui fait que l'État est toujours débordé, je dirais, sociologiquement par un certain nombre de phénomènes. La conception aussi du pouvoir relève un peu de ce que, je dirais, une sorte d'obsession maladive, en fait, de ce que j'appelle la pouvarite, la maladie du pouvoir, qui gangrène les chefs d'État dès qu'ils sont au pouvoir. Ils se fondent un peu aussi sur la sagesse populaire qui pense que nguur yàlla moo koy joxe quoi. On dit borom réew mi la parce que yàlla moo ko dénk. C'est Dieu qui lui confère le pouvoir. C'est moins les hommes que Dieu lui-même. Et puis il faut laisser faire parce que c'est le roi, il a le droit de prendre sa famille. Il y a toute une sorte, disons, de préceptes ou de paradigmes qui font que lui, il est assuré dans une sorte de bon droit de diriger le pays comme il veut, puisque moi, borom réumi. On a hérité un peu du système féodal, de ces pratiques-là, disons, de chefs. Les gens, ils ont peur des chefs, ils adorent les chefs. Les lois sont moins fortes que les personnalités elles-mêmes qui les incarnent ou qui les font. Et ils les font, disons, pour eux-mêmes. Les institutions de Bretton Woods arrivent vers la fin du milieu des années 70 et commencent à proposer des plans de redressement économique et financier
à l'économie du Sénégal et à la plupart des économies des pays de la sous-région. Donc c'est ce qu'on a appelé les PREF, qui ont été les précurseurs des plans d'ajustement à moyen et long terme qui vont arriver vers la fin des années 70, au début des années 80. Cette période a eu 3 sous-périodes. 79-83, on met en place des plans de redressement. 83-88, c'est un peu l'éclaircie. Et ensuite, maintenant, de 88 à 94, sur fond de compromis politique après les élections troubles, c'est l'ajustement différé. On revient sur les mauvaises pratiques, l'ajustement différé, et cela nous mènera à la dévaluation, au plan d'urgence et à la dévaluation de 94. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette période, l'État ne peut plus assurer, disons, le financement de ces opérations. Donc 94, à l'ajustement structurel, on ajoute la monnaie, maintenant on parle d'ajustement global. Les institutions de Bretton Woods ont estimé qu'il fallait réorienter les appareils productifs des États vers le commerce extérieur, couper les dépenses publiques et rendre les États solvables en mesure de produire des devises pour rembourser la dette. À partir de 94, vous avez 2 périodes essentiellement. 94-2000, qui est l'âge d'or de l'économie au Sénégal, où tous les secteurs sont pratiquement ouverts, malgré une dévaluation de 50%. Le taux de croissance, les finances publiques, la monnaie, etc., la balance de paiement. À partir de 2000, 2001, nous avons une croissance en yo-yo qui revient. Et avec quand même de plus en plus un gaspillage et une érosion des avantages qu'on avait à partir de 1994. Et donc quand en 2007-2008, ces avantages sont plus ou moins consommés, puis les finances publiques extérieures, etc. Et les investissements qui sont quand même importants parce que maintenant l'État recouvre une capacité d'investissement avec une épargne budgétaire, sont utilisés ces investissements dans des secteurs qui ne sont pas rentables et avec de fortes surfacturations. De là, un appareil administratif s'est mis en place qui a été saisi par certaines catégories. Et donc, le discours parle d'État-nation, parle de construction nationale. La pratique nous montre une élite qui est souvent assez déconnectée du reste de la population. Et donc, c'est ça aussi qui fait, à notre sens, toute l'inefficacité de la plupart des politiques publiques, parce que, bon, il y a certaines choses qu'on peut forcer, mais on ne peut pas tout régler par décret dans un pays. Deuxième phase, ça va jusqu'en 2011-2012, et depuis lors, donc on a une deuxième alternance démocratique, avec une rupture annoncée, et donc des leçons à tirer pour tout cela, pour lancer l'économie du pays et la remettre sur le sentier qu'elle avait quitté après la période 94-2001. Et c'est ça l'ambition du PS. Voilà en gros. Maintenant, le PSE, il est né en 2014 et nous n'avons pas encore beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis le temps où ça a été mis en œuvre. Il s'agit de voir maintenant est-ce que nous avons tiré toutes les leçons que les assises nationales ont tirées de cette période pour permettre à l'économie de se remettre sur les rails. Que l'ordre économique lui-même, qui est censé ne pas être générateur de sens et de signification, par sa simple action, modifie l'ordre social et génère de la signification et du sens, génère de l'inéquité, de l'injustice, de l'inégalité, par le simple fait de son fonctionnement. Mais la question fondamentale, c'est quelle est la fonction qu'on lui assigne? Qui lui assigne cette fonction-là? Et qui dirige? Si c'est le politique qui dirige, il peut lui assigner des fonctions et des limites. Mais si c'est l'ordre économique qui dirige, il n'aura qu'une logique de profit. Et la question de l'équité, de l'inclusivité, de la justice sociale et du progrès social n'est pas une question qu'elle se pose. Mais même elle n'a pas à s'en poser parce qu'elle est censée être un ordre amoral, pas immoral. Nous avons un septième des revenus qui va à 3/5 de la population. Un septième des revenus, 14%, à 3/5, 60% de la population. C'est l'inéquité territoriale qui devra être corrigée. Parce qu'elle est la base de toutes les inéquités dont on parle. Parce que l'inéquité territoriale fait que, si vous tracez une ligne Saint-Louis jusqu'à Mignona, vous avez à gauche pratiquement l'essentiel de la production, des emplois, de la richesse du pays. Donc l'interland
est un peu, disons, à la marge par rapport aux ressources nationales. Nous avons hérité pratiquement d'un État qui ne s'est pas construit en accord avec les réalités sociales et au bout d'un processus négocié entre les acteurs. Ici, c'est d'un point de façon, dans un très court laps de temps et par la force qu'a été imposé un État central selon une logique extérieure à la plupart des acteurs. Il ne faut plus demain que l'appartenance à une zone géographique puisse vous donner à peu près, comme telle une chiromancienne, ce que vous serez demain. Parce que vous avez moins de chance, vous avez même quelquefois presque une prédétermination de votre espérance de vie. Parce que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas... Ça doit être la constitution implicitement prohibe cela. La relation au pouvoir est une des grandes, disons, des grandes régressions peut-être de ce temps-là, surtout avec nos chefs d'État. C'est ça qui est à l'origine un peu de beaucoup de malheurs, d'incivisme, à commencer par les chefs d'État eux-mêmes. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils s'accrochent. Parce que la politique est devenue un gagne-pain. Absolument un gagne-pain, une sorte de société, disons, familiale. Il y a 250 partis politiques au Sénégal, c'est plus que la raison. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la politique permet d'avoir ce qu'on veut. Vous voyez des politiciens beaucoup plus riches que des commerçants. Et puis les intellectuels sont là aussi, qui veulent être des gens qui accompagnent un peu le gouvernant et qui jouent le rôle de technocrate ou de conseiller du roi, quoi. Donc, de bequener un peu. Bon, c'est dommage, quoi. Il n'y a pas une notion aussi, la notion de la critique, un peu de l'évaluation est tout à fait absente. Oui, on a l'habitude de dire que le Sénégal est un pays de consensus. On crée des consensus. C'est vrai, c'est un pays de dialogue. C'est un pays aussi qui a tiré même de la philosophie de l'islam ce qu'on appelle le maslaha. C'est un pays où on n'a jamais connu de guerre civile en tant que telle en dehors de la rébellion casamançaise. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu de violence dans les jouxtes politiques et les combats politiques. Lamine Gueye, on a failli l'assassiner à Bignona à l'époque. Et le mouvement syndical aussi est entaché de sa violence et de sa virulence. Donc, la passion n'a jamais quitté la lutte politique. Le député Yombo Dembo Diop, en 1967, il a été assassiné par un adversaire politique. Abdou Ndakha Faye. En général, c'est les partis qui exercent le pouvoir. C'est à l'intérieur de ces partis que vous avez des contradictions extraordinaires qui peuvent même déboucher sur la violence. Mon explication de tout ça, c'est que nos sociétés sont encore des sociétés de pénurie. Voilà. Et donc, toutes les batailles là sont des batailles pour accéder aux ressources. Les lobbies ont gagné notre société. Les pouvoirs qui étaient là et qui correspondaient à un type de société donnée se sont figés aujourd'hui. Et les privilèges qu'on donnait à certains sont transformés en droits. Ce qui fait qu'au lieu d'aider l'État à résoudre les véritables problèmes, la société est habituée à sucer l'État, à des exigences qui ne sont pas des problèmes de la collectivité, mais des problèmes de groupes particuliers, des problèmes d'individus particuliers. Donc le dialogue ici n'est pas compris comme le fait de vouloir pacifier les choses, donc taire les tensions, les contradictions, mais on est en tension justement vers une société plus conviviale. Ça veut dire que nous touchons un ordre social qui est là. Et il faut dire que le terme dialogue est un terme qui suppose plusieurs acteurs qui peuvent avoir des positions différentes. Aussi un processus itératif, un processus complexe, parce que dia signifie aussi à travers. Il faut accepter de se voir régulièrement pour échanger et les assises ont réussi cela. Le Sénégal n'est pas différent des autres pays et la société sénégalaise, vu les passions,
n'est pas du tout différente des autres sociétés. Et le point d'or, si Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, c'est parce qu'il a usé de violence jusqu'à arriver à faire peur à l'adversaire qui était au pouvoir. Il est important de souligner qu'après les élections de 1988, le président Abdou Diouf a été contraint d'appeler à l'organisation d'une table ronde qui devrait permettre de discuter de tout avec un grand T, il disait à l'époque. Et je pense que les concertations souterraines qui se faisaient avec Wade leur ont permis de s'entendre sur cette formule, appeler à une table ronde pour discuter de toutes les questions. Madia, c'est lui, le cardinal Tchandoum, et Dabar, dans la crise de 88-89, ce sont eux, et la décision de la CNTS d'aller vers un gouvernement d'union nationale qui nous a donné la voie pour sortir de... Parce que c'était grave au Sénégal. À l'époque, je dois le dire d'ailleurs, le National Democratic Institute des États-Unis d'Amérique avait beaucoup contribué justement à ce qu'il y ait ce dialogue politique qui a permis de déboucher sur un code électoral consensuel, c'est-à-dire sur une modalité fondamentale qui a fait que, à partir de ce moment-là, celui qui est déclaré élu est accepté comme ayant été effectivement élu, parce que c'est cela qui est sorti des urnes, des suffrages des Sénégalais. C'est là où nous nous sommes rendus compte, nous aussi, du fait que le dialogue pouvait quand même donner des résultats. Et d'autres forces politiques ont préconisé au début des années 90, avec les conférences nationales qui s'organisaient dans différents pays, que nous puissions aller encore plus loin dans la voie de cette concertation. Et on a appelé à ce qu'il y ait une conférence nationale au Sénégal pour vraiment discuter de toutes ces questions-là. Le président Dia, les partis politiques étaient là, les Ablaïli, les Mamadou Dia et d'autres forces politiques de gauche, pour qu'il y ait une concertation nationale au niveau du Sénégal et qu'on puisse régler plus que le problème du code électoral. Malheureusement, cet appel n'a pas abouti, il faut le dire, parce qu'il y avait aussi les élections présidentielles de 1993 qui étaient à la perspective. On a eu beaucoup de conquêtes. Peut-être c'est là vraiment le génie aussi d'Abdoulaye Wade. Beaucoup de conquêtes sur les questions de transparence par rapport aux élections. Et Abdou Diouf est quelqu'un qui a donné comme réponse tout le temps une réforme des institutions. Avec Diouf, on a eu l'ONEL. Et c'est peut-être là où on a aussi joué un rôle politique en tant que société civile, en créant ce qu'on appelle l'initiative du 5 mars en 1996, je crois. On a donc été à cette confrontation électorale qui, malheureusement, a débouché sur de nouvelles confrontations avec l'assassinat de M. Babacar Seye. Et les conditions d'un dialogue n'étaient plus réunies. Au contraire, c'est une confrontation politique qui était possible au lendemain des élections de 1993 avec le plan d'urgence qui était imposé au pays par les partenaires Banque mondiale, Fonds monétaire international. Et donc la question du dialogue politique n'a plus pu être agitée par les forces politiques. Et donc nous nous sommes retrouvés en 1994, l'assassinat des policiers. Bref, de fil en aiguille, les conditions d'un dialogue ne se sont plus créées. Mais c'est important de dire que aucun parti n'a renoncé au dialogue. Est-ce que le modèle ne s'est pas finalement épuisé? En particulier, est-ce que le modèle qui était déjà en crise après 88, à cause des réponses qui ont été données à la crise de 88, n'a pas été tellement malmené, en particulier par Wade, et les choix, entre guillemets, l'option mouride qu'il avait prise, qu'on se trouve face à un État qui est fondamentalement en crise en termes institutionnels, en termes de gouvernance. Et précisément, les assises sont une tentative d'apporter la réponse à cela. Est-ce que c'est une réponse adéquate? Est-ce que cette réponse qui compte de cette culture politique, malheureusement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la culture qui explique la transhumance? Donc, ce mouvement du cheptel du bétail
d'un endroit sec vers un endroit plus humide, où il y a de l'eau et de l'herbe, ça s'appelle transhumance. Alors, le terme a été emprunté par les politiciens pour désigner des politiciens, n'est-ce pas? En général, c'est des leaders politiques qui étaient dans un bord politique soutenant tout ce que faisait le chef. Et puis, quand je dis le chef, en général, c'est le président de la République. Et quand le système change, les mêmes qui encensaient l'ancien leader regagnent les rangs de celui qui vient d'être élu. Évidemment, lui tresse les mêmes lauriers dans l'optique finalement de partager quelque chose. La transhumance s'enracine dans un terreau absolument extraordinaire et obscène qui est la culture politique dans laquelle nous baignons. C'est pas du tout parce que ce sont les politiciens, c'est parce que la culture que nous baignons l'accepte. Donc c'est toutes ces questions sur lesquelles on doit revenir. Apprécier les assises, c'est les apprécier à partir de cela, parce que les assises sont une réponse très institutionnelle, si vous voulez, à la crise. Mais est-ce que ces réponses constitutionnelles ne supposent pas un préalable, qui est un préalable de s'interroger sur les bases culturelles à partir desquelles un appareil institutionnel peut être bâti? Les questions que nous adressons souvent, le dialogue politique, la réforme des institutions, etc., tout ça c'est bien beau. Mais si nous ne réglons pas le problème de la faim, le problème de la soif, le problème de où habiter, le problème de la distribution du savoir, ces questions existentielles, si nous n'avançons pas de façon substantielle là-dessus, on a beau réformer 1000 fois les institutions, cette culture-là ne changera pas très vite. Notre société doit se transformer. Elle doit se transformer à partir de la base parce que je ne crois pas aux institutions qui vont transformer et apporter le changement. Les institutions doivent capturer le changement, les porter et les intégrer en leur sein. J'ai toujours pensé que c'est à la base, ce sont les dynamiques à la base qui peuvent apporter le changement. Et donc, quand on parle de participation à un dialogue, parfois c'est un faire-valoir. Mais lorsque les différents acteurs socio-économiques, culturels, etc., sont, je dirais, qualifiés pour participer à ce dialogue, le dialogue devient différent. Il y a maintenant un protagonisme qui est plus équilibré. Donc on n'est pas seulement dans l'antagonisme, mais on va vers un protagonisme où les différentes parties prenantes, chacun a les moyens de faire jouer peut-être son intérêt et autres. Donc, je dis que nous n'avons pas de problème au Sénégal. Alors, il n'y a pas de, j'ai pas besoin de consensus. Parce qu'il n'y en aura pas du tout. Ce dont j'ai besoin, c'est la maturité de mon peuple. Et le peuple a fait preuve de maturité en écartant dans la douceur et dans la paix Abdou Diouf, en éliminant diplomatiquement et dans la paix Abdoulaye Wade. Et demain, en écartant Macky Sall ou un autre, dans la paix, dans la sérénité. Notre peuple est un peuple debout, un peuple qui a de l'expérience qu'il ne faut pas négliger. Ce consensus utopique et illusoire qu'on cherche, moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'aura jamais lieu parce que les gens n'ont pas les mêmes intérêts, donc ils n'auront pas les mêmes positions, forcément. Les intérêts étant divergents, le consensus n'aura jamais lieu. Les assises, globalement, on peut dire que c'est une réponse face à la déception provoquée par le régime de Abdoulaye Wade. C'est ça. Les assises sont nées de ça. La gestion politique, la gestion économique de Abdoulaye Wade. Et naturellement, cette gestion a été exacerbée par sa tentative d'abord, en fait, son action qui consistait à prolonger le mandat des députés, d'une part, d'autre part, à vouloir lui-même avoir son troisième mandat, de manière illégale. Alors ça a contribué à exacerber le mécontentement populaire par rapport à lui.
par rapport à son régime de manière globale, et ça a développé les antagonismes internes au PDS, l'affaire Idrissa Seck, l'affaire Macky Sall, d'un côté, mais toute l'opposition démocratique, toutes les forces démocratiques qui ont été à l'avant-garde du processus d'alternance ont été marginalisées, pour ainsi dire. Et un régime de type personnel et prévaricateur s'est installé et qui a confisqué en quelque sorte tout ce que l'opinion attendait. En 2000, le pouvoir du Parti socialiste perd les élections et le maître Abdoulaye Wade est élu président de la République, il installe son régime. Et l'année suivante, évidemment, dissolution de l'Assemblée, réforme, nouvelle constitution, on va aux élections législatives et le nouveau régime, évidemment, rafle l'essentiel des sièges à l'Assemblée et même aux élections locales de 2002. Mais à partir de 2001, l'opposition s'est regroupée dans le cadre du CPC et aux élections de 2002, ils avaient déjà opéré une bonne percée, à mon avis. Évidemment, ceci a dopé l'opposition. Malheureusement pour elle, elle est allée disperser en 2007. Mais peut-être même la dispersion n'est pas la raison majeure de la défaite de l'opposition. Je crois que c'était les chantiers que le nouveau régime avait lancés un peu partout et qui a eu une bonne communication en disant « laissez-nous au moins finir nos chantiers ». L'opinion a dit « on n'a qu'à les laisser terminer leur chantier ». Je pense que c'est ce qui a permis au président Wade de remplir en 2007. Il y a eu en 2007 une victoire éclatante de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle. Il a laminé tous ses adversaires, il les a même écrasés. Je rappelle l'atmosphère, la victoire même n'était pas fêtée par les vainqueurs et les gens étaient comme tétanisés et comme abasourdis par ce qui venait de se passer. C'est comme si c'est le ciel qui venait de tomber sur la tête des Sénégalais et les gens se disaient peut-être que est-ce que ce ne sont pas les esprits, les djinns qui ont voté finalement. À l'élection présidentielle 2007, j'étais dans le gouvernement de Maître Abdoulaye Wade, dirigé par Macky Sall, aujourd'hui chef de l'État. Nous étions prêts, nous les ministres, on était sur le terrain. Et les gens de l'opposition parlaient de report éventuel de l'élection présidentielle. Wade, un homme mort, très intelligent, a laissé prospérer la rumeur d'un report éventuel. Alors qu'il s'est préparé. Il y a eu de graves manquements, de fraude, mais aussi pour la première fois d'ailleurs, il faut dire, un usage de l'argent comme on n'en avait jamais connu dans l'histoire politique du Sénégal. Et c'était simple. Abdoulaye Wade avait désorganisé la campagne de commercialisation de l'arachide. La grande misère a commencé dans les campagnes par ces élections. Il les a appauvris et après il a sorti de l'argent. C'est le commencement de la grande misère que nous avons connue dans les campagnes. Ce n'est pas qu'ils étaient très riches, mais ils avaient le minimum, ils avaient leurs instruments aratoires, qui tous ont été vendus, le petit bétail. Il fallait passer dans les Loumou pour le savoir, le désastre qu'il a provoqué. Wade a gagné, bien gagné. Le problème, comment l'analyser? Wade a eu un premier mandat de 7 ans. 2000-2007. Entre-temps, il a entrepris une grande campagne de liquidation du Parti socialiste, le principal parti de l'opposition.
il y a une campagne de débauchage. On a vu des présidents de Sénat, des présidents de grandes institutions, d'anciens ministres de la République rejoindre M. Abdoulaye Wade. Alors, donc fort de cette majorité écrasante, M. Abdoulaye Wade a été réélu. Au lieu de reconnaître leur faiblesse, c'est parti. On dit qu'ils ont été victimes de vol, de tricherie, de fraude, et on boycottait les élections législatives qui ont suivi. Beaucoup disaient, bon, mais vous boycottez une assemblée alors que c'était peut-être l'occasion ou l'espace dans lequel l'opposition devrait être pour pouvoir contester les politiques, etc. Mais nous avions vécu ça comme un rejet d'un faire-valoir, d'un fait accompli. Et tout le monde ressentait tout ce qui était dans ce camp-là, ressentait les élections législatives à organiser par Wade selon le même système, dans le même contexte, sans un bilan, sans même un échange, un dialogue sur les éléments de contestation, sur les éléments de correction, etc. Rien. Les gens, l'opposition, ressentaient ça comme une sorte de remake et la participation à ces élections comme une sorte de faire-valoir pour Abdoulaye Wade, une manière donc de reconnaître, disons, d'entériner et de légitimer les résultats des élections présidentielles et donc de lui donner carte blanche pour pouvoir recomposer l'espace politique même au sein de l'hémicycle. L'opposition a commis une grosse erreur, à mon avis, à l'époque, en considérant que l'élection n'a pas été honnête, n'a pas été sincère, qu'il y a eu de la fraude, que le fichier électoral il y avait une boîte noire. Je pense que l'opposition, à l'époque, n'a pas eu le courage politique de reconnaître qu'elle avait perdu les élections. Parce que c'est le même fichier électoral qui a permis à l'opposition en 2012 de renvoyer le président qui était là. Et c'est en rejet de ces résultats des élections que nous avons constitué au niveau de l'opposition une coalition appelée Front Ségui Sénégal. Donc les réunions se tenaient chez Ahmad Dansokho du PIT. C'est lui qui coordonnait un peu ce front-là. C'était un moment où les politiques étaient bloqués, ils ne savaient plus quoi faire après avoir boycotté les élections législatives. Et à ce moment, nous étions quelques membres de la société civile à réfléchir sur des alternatives. On pouvait citer parmi ces membres, dans un premier temps, Mohamed Mbodj du Forum Civil. Moi-même, après, Alioune Tine est venu nous rejoindre de la RADDHO. Mais nous avons tenu plusieurs réunions. Et comment faire, justement, pour reprendre cet espace public qui était dans une crise profonde. C'était une situation, je veux dire, où il y avait un développement des passions et de la colère et de la révolte, un sentiment de révolte et de rejet, à la limite, je veux dire, presque violent, hein, je veux dire verbalement. Parce que même dans la lettre que nous avions adressée au président de la République, je me rappelle bien, nous disions très clairement que nous ne reconnaissions pas les élections. Et je crois que également le pouvoir était également, du point de vue de l'état d'esprit, dans le même tempo, c'est-à-dire une agressivité, un rejet, du rejet de l'opposition, une attitude de disqualification totale des arguments que l'on posait. La victoire au premier tour d'Abdoulaye Wade, 4 mois plus tard, allait lui permettre de rafler tous les sièges à l'Assemblée nationale. Et, sachant pertinemment que ça va être certainement la fin de ces partis créés depuis ou avant l'indépendance, les Ousmane Tanor Dieng et autres, Moussa Fagnas et compagnie, avec quelques éléments de la société civile, ont boycotté les élections législatives pour ne pas être ridicules.
ont pensé créer une structure appelée les Assises nationales pour avoir une tribune. Donc, voilà, c'était pour nous du cul tout double, quoi. Soit on allait vers un dialogue de reconsidération des normes, des règles du jeu, ou alors nous, on tournait le dos au jeu. On sortait du jeu. Le jeu constitutionnel, le jeu institutionnel légalement admis, surtout sous un régime démocratique. Donc pour nous, il ne fallait plus reculer, il fallait avancer dans la confrontation avec le régime. Voilà, il faut le dire comme tel. Et je crois que Wade a atteint le sommet dans la ruse politique, le mensonge politique. Et ça a été cette Assemblée nationale. Et du coup, les partis politiques qui étaient là depuis très longtemps et qui ont été à l'origine de l'alternance de 2000, ces partis politiques se sont retrouvés quasi inexistants. Et c'est là où la société civile a joué un rôle clé, déterminant pour remettre en selle ces partis politiques, mais travailler avec ces partis politiques jusqu'à préparer la deuxième alternance qui a eu lieu en 2012. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons mené campagne et en direction de l'opinion, et nous avions dit très clairement que nous ne sommes pas au Parlement, mais nous allons, effectivement, nous créer les conditions de la lutte politique en dehors du Parlement. Voilà, en dehors de l'hémicycle. Et c'est ça qu'on a fait. Et c'est ça qui nous a amené à porter ce combat de remise en question de la légitimité de Wade, rejet des élections législatives, et considérer même que le Parlement était un Parlement croupion finalement. Vous vous souvenez, Wade était à Paris. Il descendait les escaliers il avait vu Sarkozy, il descendait des escaliers de l'Élysée. Les journalistes lui demandent et l'opposition, il dit ça n'existe pas. L'opposition, elle est à l'Assemblée nationale. Ils ne représentent rien, il a dit. Ce sont des gens qui ne représentent rien. Il a toujours cru à ça jusqu'à sa chute. Jusqu'à sa chute, il avait ça. Il ne voulait pas. Pour lui, c'était fini. Il avait créé un système où il a ferré le Sénégal. Il n'y a pas... Vous l'avez entendu quand il disait, bon voilà, si c'est pour monter mon fils au pouvoir, oui, il dit, j'ai des solutions. Bien sûr, ça nous a conforté dans le fait que ce pouvoir ne veut pas du dialogue du tout. Ce qu'il veut, c'est imposer son pouvoir et pense avoir les moyens de l'imposer par plusieurs moyens politiques. La corruption, la concussion, le clientélisme, les donations, on sait. Parce que finalement, le pouvoir a érigé toutes ces dérives-là en options politiques. Et c'est ça qui nous a donné Ségura. C'est-à-dire jusque dans la tentative de corrompre des représentants d'institutions internationales, des journalistes. Donc le Front Civil Sénégal a fait campagne pour le boycott actif à travers tout le pays. On a envoyé des délégations. Nos militants de base de la coalition se sont organisés sur toute l'étendue du territoire national. Donc ça a été un succès. On a dit ce succès-là, il faut le saisir comme une opportunité pour aller plus loin, pour se débarrasser du régime de Wade. C'est comme ça qu'est née l'idée des assises nationales. Nous avons discuté entre nous, nous sommes arrivés à cette conclusion-là. On a mis en place, n'est-ce pas, on a commencé à avoir un document initial qu'on a discuté entre nous et on a dit qu'il faut maintenant sortir du cadre du Front Civil Sénégal, qui est un regroupement politique, pour aller vers les autres entités du pays, la société civile, les syndicats, les personnalités indépendantes. C'est comme ça que c'est arrivé. Je précise que les assises constituent en réalité une concrétisation d'un vœu exprimé par plusieurs secteurs. Je me rappelle quand je dirigeais le CONGAD, donc de 1999 à 2005, il y a eu plusieurs tentatives pour organiser des assises nationales. Je rappelle que après la première alternance politique post-indépendance, dès les premières semaines, beaucoup de Sénégalais
ont senti qu'on allait vers des difficultés certaines. C'est ainsi que les idées ont été émises pour tenir des assises. Il y a eu plusieurs moments. Les syndicats, les ONG, je me rappelle en tant que président de Congad avec les collègues qui dirigeaient le forum civil, on a même écrit les TDR des assises. On a fait les démarches. Il a manqué un moment les moyens. Bref, ce n'est qu'après les élections de 2007 que les partis politiques qui avaient été traumatisés, les partis politiques de l'opposition, qui ont compris, ces partis-là, eux aussi, qu'ils étaient dans l'impasse, qu'ils ont accéléré et ils se sont donné les moyens pour tenir les assises nationales. Maintenant, et je le dis aussi avec beaucoup d'humilité, peut-être que ma perception n'est pas celle de tous les autres. Mais dans la démarche qu'on a à voir, nous nous sommes rendus compte en allant voir les autres que nous partagions une situation. C'est la rupture de dialogue entre le pouvoir politique et nous politiques, et la rupture de dialogue entre le pouvoir politique et les autres secteurs, segments de la société, les forces vives. Et dans ces rencontres-là, nous nous rendions compte également que certaines forces vives, syndicats ou autres, parmi ces forces vives, certaines, du point de vue politique, appartenaient même au parti au pouvoir. Et donc n'étaient pas prêtes à faire n'importe quoi, ou aller dans n'importe quoi, ou à soutenir n'importe quoi, et n'étaient pas prêts à faire le jeu des forces politiques qu'ils soupçonnaient d'avoir leur agenda politique et de vouloir les utiliser dans ces agendas politiques. Donc ça nous amène à un autre niveau d'analyse, à savoir qu'en fait, ce que nous voulons faire doit éviter de rester dans le périmètre politique, doit s'élargir et briser peut-être les anciennes manières de concevoir et avoir un autre champ plus large. Le champ, j'allais dire, du peuple, de la nation, citoyen, le champ citoyen. Voilà, avec toute son acceptation large, non colorée politiquement, etc. Et ça amène, parce que même les termes de référence, on ne les avait pas quand on allait voir les gens. C'est en allant voir les gens, en discutant avec eux, que l'idée même des termes de référence naissait. Donc, tu sembles supposer qu'il y a eu un débat en notre sein, dans la coalition, autour de quelle position doit-on avoir par rapport aux assises. Ça n'a pas existé. Peut-être que ça a existé au sein des partis pris individuellement, peut-être le parti du président, je ne sais pas. Mais il n'y a pas eu un débat dans la coalition autour de la question de savoir qu'est-ce qu'il faut penser des assises. Ce besoin de conférer et de se concerter sur la nation, l'état de la nation, était tellement partagé que le pouvoir qui s'est démarqué de ça a créé cette scission entre lui et le reste du peuple et les forces vives. Et je crois que c'est ça qui a conduit à sa descente aux enfers. C'est la raison pour laquelle il était dommage qu'à un moment donné, le président de la République de l'époque, Abdoulaye Wade, ait eu une perception purement politique de ce qui se passait. Qu'il ait eu le sentiment que puisque cette affaire n'avait pas été décidée et organisée par lui, c'était forcément dirigé contre lui. Et l'idée de s'en désengager, de manifester publiquement qu'on était contre, qu'on était opposé, était une démarche absurde. Je crois que là, c'était une erreur politique de ne pas s'engager dans une réflexion qui était la réflexion de toute la nation, qui était quelque chose, si vous voulez, de profondément politique, mais pas dans un sens politicien. En 2000 est arrivé Abdoulaye Wade à la tête du Sénégal. Il a très vite marqué une distance très forte vis-à-vis notamment de la CNES. Dans un premier temps, c'était vis-à-vis du patronat parce qu'il considérait que peut-être justement nous avions été à tort ou à raison en ce qui concerne son point de vue des soutiens de l'ancien régime, ce qui lui avait peut-être pas permis d'accéder au pouvoir plus rapidement. Non, mais c'était une analyse qu'il avait faite, je pense, pour se conforter dans l'idée
peut-être de prendre des distances et peut-être de nous enfermer dans une impasse. On avait vu également qu'il n'y avait pas du tout d'amélioration dans la promotion déjà des droits au niveau du monde du travail. Des conventions comme celle fondamentale de la liberté syndicale, la liberté d'association, notamment avec la Convention 87, étaient bafouées. Le droit à la négociation collective, qui est également édicté par une convention spécifique numéro 98 de l'OIT, qui était ratifiée pourtant dans le cadre des 8 normes fondamentales, n'était pas appliquée. Il n'y avait pas de décret d'application par rapport à ça et ça posait d'énormes problèmes. Plus maintenant, les entreprises qui fermaient, l'emploi qui se réduisait, le chômage qui s'accentuait, voilà un ensemble de choses au plan syndical qui, en tout cas, nous préoccupaient en son temps. Ceux du Canada, ils se sont organisés. Ceux de la France et de l'Europe en général, ils se sont organisés, communiquaient beaucoup, ont partagé beaucoup, ont partagé les stratégies, ont partagé les rapports, ont partagé les idées. Et pratiquement, c'est comme ça qu'on a fait. Et il y a eu une bonne collaboration, de bons échanges entre les différents segments de la diaspora. Le seul hic avec la diaspora, parce qu'on prétendait représenter toute la diaspora, c'est qu'on avait peu d'écho de la diaspora africaine. Et ça, c'est un réel problème parce que souvent, on a tendance à dire diaspora, on pense Occident, mais la diaspora sénégalaise, elle est beaucoup plus présente en Afrique qu'en Occident. Nous avons eu des pressions. Vous vous souvenez peut-être que dans ces années-là, on avait beaucoup médiatisé le fait que l'évêque Théodore Adrien Sarr avait été menacé, avait écrit des lettres de menaces sur sa vie. Eh bien, ce qu'on sait moins, c'est que Théodore Ndiaye, le président chrétien, a reçu les mêmes lettres de menaces. Alors, nous avons dû faire une lettre qui a été rendue publique et qu'on trouve dans le site des assises, où nous disions présence chrétienne est à sa place dans les assises. Je dirais que les pertes d'emprise peuvent être chiffrées à milliards lorsque il y a la perte des opportunités. On a eu des cas comme ça, où la pression a été tellement forte que le chef d'entreprise, qui s'est arbitré aussi, pour se dire, ça ne sert à rien de continuer dans ces conditions, je préfère arrêter, et peut-être plus tard on verra. Ça a été le cas pour certains. Il y a eu des questions sur la dette intérieure, de l'argent qui était déjà dû aux entreprises, et ces entreprises-là n'ont pas été payées. Il a fallu pousser, en tout cas il y a eu beaucoup de choses, et beaucoup de dégâts ont été commis parce que les banques qui s'étaient substituées, j'allais dire, aux clients qu'est l'État, ont fini par, comme on dit, actionner les garanties parce qu'elles avaient attendu en vain que l'État paye, puisque c'est les banques qui avaient garanti les opérations. Donc, de manière assez diffuse et large, vous avez des conséquences qui, au plan économique, sont difficiles à chiffrer, mais qui, de toute façon, sont réelles. Le Sénégal se distingue aux autres, c'est par rapport à nos qualités des institutions. Mais on a constaté à cette époque-là une gestion calamiteuse de nos institutions. Pire encore, le comportement que les gens adoptaient à l'égard de tout ce qui relève du bien public. Alors c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui ont déterminé notre choix à prendre part des assises nationales. Et c'était également l'occasion de la confrontation de toutes sortes d'idées. Des gens qui étaient pour le présidentialisme, d'autres qui étaient pour le parlementarisme, et que mot réglé en termes que nous ne sommes d'aucune école. Notre préoccupation, ce n'est pas de nous ranger dans telle catégorie, dans telle école. Mais interrogeons notre réalité et essayons de répondre aux questions que pose cette réalité en termes de besoin d'une constitution qui est nôtre et qui s'inspire de nos réalités, de notre passé, de notre culture, et qui s'enracine dans cette culture-là. Regardez si les assises ont amené une pensée différente. Est-ce que les assises tiennent compte, même si on n'écoute pas les femmes, qu'on écoute des personnes, hommes qui parlent différemment. Cheikh Anta Diop, est-ce que la pensée de Cheikh Anta Diop se retrouve dans les assises? Pas du tout. Cheikh Anta Diop, dans les années 50,
avant les indépendances. Il écrit les fondements culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Et chapitre 6, il pose la question du bicaméralisme. Quel bicaméralisme? Bicaméralisme de genre. En disant nos ancêtres ont pu fonder une forme de démocratie qui a tout à leur honneur, c'est assemblée d'hommes, assemblée de femmes. On demande leur avis aux hommes, on demande leur avis aux femmes. Et la femme était, les assemblées de femmes, c'était un peu comme un Sénat, puisqu'il nous dit c'est l'assemblée de femmes qui avait le dernier mot. Donc il dit dans ce livre-là, il faut qu'on essaie de voir comment faire de nouveau participer les femmes politiques en s'inspirant de cet exemple. S'inspirer de cet exemple, ce n'est pas le prendre tel quel, mais au moins prendre l'esprit qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on entende la voix des femmes. J'ai rencontré en décembre 2011, donc juste avant les élections présidentielles, le candidat Macky Sall. Nous avons eu à échanger et je me suis ensuite tout de suite intéressé à son programme, le Yonu Yokute, installé, et il m'a fait la surprise de me confier la mission de diriger son premier gouvernement. À ce moment-là, tout de même, les choses sont claires pour moi. Il y a certes les assises, mais je suis un Premier ministre dont la mission est clairement définie par la Constitution. C'est son article 53 qui précise que le chef du gouvernement est en charge de conduire et de coordonner la politique de la nation, sachant que la politique de la nation est définie par le chef de l'État, par le président de la République. Par contre, encore une fois, il y a des convergences entre le programme du président de la République et les assises nationales. Et je me souviens d'ailleurs, dans mon discours de politique générale, avoir fait figurer cette convergence en très bonne place, puisque dans les premiers mots qui furent les miens, je disais ceci, parlant de la vision, de la politique définie c'est celle du président de la République, c'est celle d'un Sénégal émergent, abritant une société sur le chemin du progrès, solidaire et adossée à des valeurs telles que le respect de soi-même, de l'autre et du bien public, sans oublier la justice, l'équité, le sens du devoir. Et j'ajoutais des valeurs qui ont été magnifiées au cours des assises nationales, moment intense d'analyse et de dialogue entre forces vives de la nation qui souhaitaient une autre voie pour notre pays, une autre gouvernance. Que les auteurs de la charte n'ont pas vu, c'est vulnérable dans quel sens? Pas dans le sens qu'ils sont faibles, qui sont physiologiquement en nécessité de protection. Ils sont vulnérables à quoi? À la discrimination. Ils sont vulnérables au non-accès à leurs droits fondamentaux. Et d'ailleurs, la charte aussi, de ce point de vue, ne parle de droits humains qu'une seule fois, ce n'est pas leur problème. Et je prends un autre exemple d'un pays anglophone, où là aussi il y a un leadership qui a marqué la différence, c'est Paul Kagame. La constitution du Rwanda, constitution Paul Kagame, on a mis dans la constitution qu'il faut un quota de femmes. Et dans les lois électorales, il y a un quota pour les femmes, un quota pour les jeunes, un quota pour les personnes handicapées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce quota-là, ces personnes à qui on réserve des sièges dans les différentes assemblées, elles sont élues par leur père, c'est-à-dire par l'Assemblée, le Conseil national des femmes, le Conseil national des jeunes, le Conseil national des personnes handicapées. Et après, le reste des sièges, ça va être suffrage universel. Et là, les femmes, les personnes handicapées, les jeunes peuvent y aller. Donc, vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'on n'a pas eu de pensée novatrice, on n'a pas eu de pensée émergente des assises qui ait amené une idée nouvelle. Et pourquoi? Parce que les assises, qu'on le veuille ou non, le résultat le montre, ça a été un microcosme, le même. Ces hommes politiques qui sont là depuis les années 60, qui se passent cette culture de la période coloniale. Il était impératif que les femmes, en tant qu'acteurs ou actrices clés de l'espace politique, imposent leur présence. Et ça, c'est sans doute quelque chose qu'on a manqué de faire, parce que je crois que, moi je n'arrête pas de le dire, que ce qui peut ou ce qui va participer très massivement à la modernisation de la politique, de l'espace politique,
ce sera aussi ce que les femmes vont y apporter. Vont y apporter non pas en tant que force qu'on va mobiliser, mais vont y apporter en tant qu'elles vont obliger les politiques publiques et donc nécessairement les acteurs politiques à avoir cette vision qui n'est pas complètement gender blind, mais qui va prendre le genre en tant qu'homme et femme et réfléchissant sur les inégalités qui peuvent se construire autour de ce concept-là dans notre société. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur. C'est une critique que je me fais en tant que femme, mais je crois que c'était un moment important où il fallait, comment dirais-je, marquer notre présence. Les conclusions des assises ont une très grande portée au-delà des péripéties actuelles. C'est une méthode d'abord. C'est une méthode. Donc il y avait un comité d'initiative avant le lancement des assises. Donc il y a eu à, comment dirais-je, élaborer un premier draft de termes de référence, l'envoyer à toutes les organisations, recueillir leur point de vue et adapter les termes de référence. C'est trois choses essentiellement les assises nationales. C'est une initiative qui a été faite par des politiques, des citoyens. C'est un exercice de réflexion et c'est un produit qui est la charte de gouvernance démocratique et le rapport. Bien. Alors, mais tout cela dans un contexte. Nous avons eu un dispositif avec d'une part les consultations citoyennes donc, qui devaient permettre de recueillir l'avis des Sénégalais sur l'ensemble des préoccupations à ce moment-là, mais aussi qu'il indique quelles sont les règles minimales, les conditions par lesquelles ils veulent que le Sénégal soit gouverné. Mais il était également question de recueillir l'avis des experts, d'où les commissions thématiques qu'il y avait eu, donc qui discutaient des différents thèmes en agrégeant justement tous ceux qui étaient porteurs de savoir, qu'ils soient des universitaires ou qu'ils soient issus d'organisations de la société civile ou du secteur privé. Les consultations citoyennes ont permis d'aller au cœur des préoccupations des populations. En tout cas, la remontée de ces préoccupations, la prise en charge de ces préoccupations a été jusqu'à l'élaboration de la charte de bonne gouvernance. Et il y avait un troisième élément du dispositif qui n'a pas été activé, c'était la participation de la diaspora via Internet, donc dans le dispositif initial qui était proposé dans la méthodologie des assises. Donc cette dimension-là, c'est retourné dans la première au sens où les membres de la diaspora dans différents pays ont organisé des consultations et ont fait parvenir le rapport donc, qui est considéré parmi les rapports issus des consultations citoyennes. Donc c'était ça le dispositif de base des assises. Du lancement, je pense, des assises nationales, les jeunes étaient pris peut-être pour la sécurité et les jeunes filles pour être les, comment dirais-je, les hôtesses, accueillir les gens. Mais quand on a eu les consultations citoyennes, les gens étaient impliqués et nous avons pu donner notre point de vue. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de jeunes au niveau du département de Dakar, nous l'avons en réalité noté, dit lors de nos interventions, et je pense que dans les autres départements, ils ont fait en sorte qu'il y ait assez de jeunes, assez de vieux, assez de femmes et assez d'adultes pour que tous les avis puissent être pris en compte. À partir du lancement, il y a la mise en place du schéma lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un comité de pilotage qui est là, il y a un bureau ou directoire avec le président Amadou Makhtar Mbow et des membres de ce bureau. On a indiqué les membres des différentes commissions scientifiques, organisations et des différentes commissions thématiques donc, qui se sont mis à travailler à partir de ce moment-là. Maintenant, à chaque étape, il y a des réunions, des plénières du comité de pilotage, donc qui entend les rapports des différentes commissions et prend des décisions sur l'évolution globale des assises. Donc c'était une sorte de forum de débat ouvert, inclusif, participatif, à l'issue desquels des décisions étaient prises, un porte-parole était désigné qui s'adressait à la presse. Donc ce comité de pilotage a continué à fonctionner, voilà, jusque même après le dépôt du rapport des assises nationales, comme une sorte d'assemblée générale. À côté, il y a le bureau ou le directoire qui s'occupait vraiment du leadership dans les assises nationales. Beaucoup de personnes pensent que pour faire les grandes transformations, il faut non seulement de bonnes idées, mais il faut
un leadership partagé, consensuel. Ce qui n'a pas été le cas, parce que les assises, il y a eu, pour le pilotage du processus, effectivement, un leadership accepté, mais pour ce qui est de la mise en œuvre, malheureusement, ça n'a pas existé. Donc le défi est là devant nous, vous avez parfaitement raison. Et je crois que c'est ça le défi. Et comment maintenant faire en sorte qu'il puisse y avoir ce consensus, comment faire émerger des leaders crédibles, acceptés et qui prennent le temps et qui déploient leur énergie, leur expertise. Je crois que si on le réussit, ben, je suis sûr que le Sénégal va accélérer son processus de développement. Et c'est voilà pour l'Afrique d'ailleurs. Le dispositif n'a pas permis le retour à la base. Nous avons eu un produit, la charte de gouvernance démocratique, mais il fallait qu'elle soit appropriée par les Sénégalais. Mais c'est à travers la presse que des gens en ont discuté et dit ce qu'ils en pensent pour qu'à la base on comprenne ceci ou cela, même s'il y a eu des efforts faits, publiés, diffusés. Mais l'effort de diffusion par les parties prenantes a été très faible. Si ça avait été mieux approprié par les Sénégalais, on aurait eu un impact plus fort, plus immédiat, plus rapide sur la gouvernance au Sénégal. Les assises, ce n'est pas seulement pour voir ce que fait le gouvernement, mais ce que les parties prenantes font régulièrement. Est-ce qu'ils sont conséquents par rapport aux conclusions? Vous savez, dès les premiers mois, on s'est rendu compte que même des personnes appartenant au même parti politique n'avaient pas les mêmes comportements par rapport aux conclusions des assises. Je pense à la question de la déclaration de patrimoine. On voyait dans le même parti politique des gens dire oui, mais ça, bon, on n'est pas d'accord. D'autres disent que oui, moi, nous, on le fait de bon cœur. Bon, ça signifie qu'au moins ça a secoué le cocotier. Il n'y a pas d'opposition qui, en fait, était tellement rusé qu'il faisait semblant d'être derrière en mettant devant des professeurs d'université, d'anciens fonctionnaires internationaux, d'anciens chefs d'état-major de l'armée, des gens qui sont crédibles, qui ne sont pas politiquement marqués. Mais en fait, la baguette était entre les mains de l'opposition, qui finance, commande. C'est l'opposition qui commandait, c'est l'opposition qui finançait. Ce n'est pas exact, et je le répète, c'est un mensonge. C'est les citoyens qui ont financé les assises nationales. Qu'on dise qu'une personne, candidat caché ou pas, ça aussi je dis que ce n'est pas exact, parce que d'autres potentiels candidats étaient là et ont donné de leur argent au nom de leur parti pour le financement des assises nationales. Une chose est de ne pas avoir participé aux assises nationales, mais c'est tout à fait désagréable de lui porter un discrédit. Ce n'est pas parce que les acteurs parlent de rupture qu'eux-mêmes ils ont changé. Et donc tout ce qu'on déplorait de la société sénégalaise dans les assises était aussi présent dans les assises, au sens où vous avez peut-être des personnes ou des groupes qui vont vouloir se positionner, qui vont vouloir amener le processus vers ce qui les intéresse, soit en tant que parti politique, soit en tant qu'organisation sociale, soit en tant qu'organisation religieuse ou confrérique. J'ai découvert le Sénégal avec ces assises nationales. Je n'ai jamais vu autant de générosité, autant de sens du sacrifice, autant de patriotisme réuni en un temps sous le leadership, il faut le reconnaître, éclairé d'Amadou Mahtar Mbow. Un autre moment fort, c'est cette traversée du pays avec le président Mbow à Saint-Louis, à Dagana ou ailleurs, à Louga, dans les consultations citoyennes, avec le poids de l'âge, mais sans jamais reculer un seul instant. Ce qui explique en profondeur le succès de ces assises, c'est que pour la première fois, on a touché à ce qui faisait l'identité du Sénégal. Du Sénégalais. L'homo sénégalais était arrivé à douter de lui-même. C'est-à-dire la seule chose qui faisait que le Sénégal constituait encore le Sénégal, c'est-à-dire la démocratie, elle était en train d'être remise en cause. Les assises ont fait la preuve
que la recherche du consensus va de pair aussi avec la libre expression d'un conflit, à condition qu'il s'agisse d'un conflit maîtrisé qui ne débouche pas sur la violence. Le conflit, c'est-à-dire l'opposition des points de vue, le simple fait que les points de vue soient d'abord exprimés et mis sur la table, et à ce moment-là discuter, cela était important. Et je crois que c'est un des résultats que nous avons pu réaliser avec ces assises. Force est de reconnaître qu'il n'y a pas eu de miracle. Les conclusions des assises sont dans les tiroirs et restent dans les tiroirs. Et la multiplicité des réunions après ces assises n'a pas changé grand-chose. La mise en place d'un groupe de réflexion, rien de tout cela n'a pu vraiment changer quoi que ce soit à la réalité qui est là. C'est un parti qui est au pouvoir, un président qui a été élu et qui, comme d'autres présidents, fait les choses selon sa vision. Et ne considère plus les assises comme vraiment une référence. Je crois qu'il y avait un phénomène auquel il fallait s'attendre, qui était un phénomène naturel. C'est presque une loi physique d'entropie. L'enthousiasme que les assises avaient soulevé était de toute façon condamné à un moment donné à s'affaisser quelque peu. C'est normal. Maintenant, ce qui a été pensé de manière, à mon avis, tout à fait raisonnable, ce qui a été projeté, les changements institutionnels qui avaient été projetés, il faut évidemment aujourd'hui les réaliser. Mais nous ne devons pas nous étonner du fait que ça n'ait pas pu être mis en place de façon systématique. Je ne crois pas que ça pouvait l'être au Sénégal, je ne crois pas que ça pourra l'être ailleurs. Le modèle des assises sous ce rapport ne peut pas prospérer. Parce qu'un programme qui n'est pas porté par un cadre organisationnel précis n'a aucune chance d'être mis en œuvre de façon systématique. Les assises en tant que telles ont produit déjà des résultats. Je crois que des résultats, l'engagement qu'il y a eu à un moment donné des citoyens en faveur de leur constitution. Refuser que cette constitution soit manipulée, soit changée sans qu'on voit très bien une finalité véritablement nationale et tournée vers l'avenir, des changements qui avaient été projetés. On peut considérer que ces mouvements-là ont été des enfants des assises. Il reste évidemment maintenant à sortir des différentes conclusions qui ont été atteintes lors de ces assises, les changements institutionnels qui peuvent être les changements attendus. Et les institutions d'ailleurs ne sont pas vues comme la chose qui doit tout déterminer, non. C'est celles qui doivent être organisées d'un point de vue instrumental pour porter le projet de l'être, de la valeur, et le projet de l'avoir, l'économie. Ça n'est que ça. Ça veut dire qu'on ne déifie pas les institutions, voilà. On leur fait jouer un rôle opératoire et instrumental. Vous pouvez lire sur tous les murs de Dakar, on mettait Macky Sall traître. Macky traître, par rapport à quoi? Aux assisards. Et aujourd'hui, ce sont les nouveaux griots de Macky Sall autour de lui pour faire toujours les louanges de Macky. Et qui n'osent même plus se présenter contre lui. Qui demandent à tout le monde d'être derrière lui. Et les assises nationales, mon Dieu, une grosse farce. Ça peut être un livre, les assises nationales, une grosse farce politique. Pour ne pas dire une grave escroquerie politique. Et des esprits qui se prennent pour de grands professeurs agrégés, de grands administrateurs civils, de grands économistes ont essayé de théoriser avec des professeurs d'université des conclusions qui sont toujours dans les tiroirs. Il y a toujours des francs-tireurs, des gens qui ne seront pas contents. On revient au groupe d'intérêt. Il y a des gens qui ne seront jamais contents et qui ne verront pas d'un bon œil la mise en œuvre des conclusions comme les conclusions des assises. Il y a toujours ces gens-là, il ne faut pas les négliger, il faut les écouter, tenir compte de leur point de vue, dialoguer et se dire qu'au fond, ils font partie aussi du jeu. Je crois que tous ceux qui sont contre nos points de vue sont des méchantes personnes qu'il faut les neutraliser. Ça, c'est très dangereux, ce qui a amené aussi des problèmes. Il faut les écouter, leur donner des chances, même dans le jeu démocratique. Les assises nationales, c'est quand même un retournement. On n'est pas dans une relation
d'octroi, où le dirigeant, dans sa grande générosité, octroie au peuple. Non. Il y a une créance déjà préétablie qu'il faut qu'il paye ce dirigeant. Donc c'est totalement différent. Il s'agit de ne pas avoir une relation où unipersonnelle, de manière unipersonnelle, on donne à un peuple, à un village, ou dans sa grande générosité. Non, il s'agit de faire droit à ces légitimes demandes, quêtes, revendications. Et il faut également y faire droit le plus rapidement possible, parce que c'est déjà une créance qui dure. Et je me rappelle, il y a une restitution qu'on a faite à Washington avec des gens de la Banque mondiale, du FMI, des Africains. Il n'y avait pas que des Sénégalais. Mais tout le monde voulait avoir un exemplaire de la charte et nous dire, mais quand est-ce que nous aurons ça dans notre pays? C'est une richesse qu'il ne faut pas perdre. Si on retient comme hypothèse que les assises nationales, leurs conclusions, leurs recommandations sont en totale conformité avec ce que souhaitent les Sénégalaises et les Sénégalais, qui s'en éloigne ou qui n'en applique les recommandations que très peu, sera de toute façon sanctionné. Et j'avoue que ça peut représenter un gros risque pour un gouvernant au lendemain de ce travail important qui a été réalisé, compte tenu de la manière dont il a été, puisqu'il a consisté en une très large consultation des opinions diverses et multiples de nos citoyens, c'est prendre un gros risque que de s'en éloigner. Si ça a pu créer un engouement ou une tendance ou un courant, ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Parce que si le système fonctionne, c'est ordinaire. En tout cas, j'ai toujours considéré les assises comme une activité normale, que des gens... Je n'ai jamais réfléchi sur, qu'est-ce que les assises pouvaient entraîner, pouvaient avoir comme conséquence pour le régime. Je ne le crois pas. Je ne pense même pas que les assises véritablement aient été la base de la perte du pouvoir par le président Wade. Mon opinion à moi est que ce n'est pas l'opposition qui a battu Wade, c'est Wade qui a battu Wade. Pour avoir un candidat des assises, un candidat de Benno Siggil Sénégal, on a mis plusieurs mois pour départager Niasse et Tanor. Parce que ce sont les deux en réalité qui manipulaient les assises nationales. Chacun d'eux voulait être le candidat des assisards. Et ça a été une guerre fratricide qui a permis à Macky Sall, qui a pris du recul et qui les a laissés là en train de se battre pour être le candidat de l'unité. Le candidat de l'unité, comme il disait, et Macky est allé faire le tour du Sénégal pour venir les battre. Parce qu'entre-temps, c'était la division. Il faut dire que les ambitions individuelles ont pris le pas. On n'a pas pu avoir un candidat commun. On a fait le constat. Entre, par exemple, le leader de l'AFP et le leader du Parti Socialiste. Ça, incontestablement, l'échec de cette tentative-là nous a amené, évidemment, en réalité, à ne pas pouvoir faire aboutir la matérialisation du projet Assise nationale. Et donc, c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu gagner. Ça, c'est la vérité. On est allé disperser, il faut le dire. D'une part, parce que beaucoup de gens ont adhéré aux assises, certains du bout des lèvres, d'autres avec plus ou moins de sincérité. Mais ceux qui étaient à la base du projet avec vraiment une adhésion tout à fait remarquable de la base, au dernier moment, nous n'avons pas pu faire le saut qualitatif. C'est-à-dire un renoncement aux ambitions personnelles au profit d'une ambition nationale. Et de ce point de vue, on peut dire que ça, nous en portons la responsabilité historique. Les mois, les années à venir vont nous édifier sur ce que les uns et les autres ont retenu de cet exercice. En espérant qu'il y a au moins une conclusion qui va être évitée, c'est de penser que tout cela n'a été fait
pour revenir un peu et faire un clin d'œil à ma question de tout à l'heure, pour mettre Abdoulaye Wade dehors. Parce que si c'était le cas, c'est quel gâchis d'avoir mis tant d'éminences grises au chevet de la République, d'avoir diagnostiqué ces mots et de tenir une conclusion aussi forte pour le Sénégal et pour l'Afrique, parce que les conclusions des assises, où que vous alliez, d'ailleurs, vous pouvez considérer que c'est une réponse qui viendra sonner à un moment donné à la porte de tel ou tel pays, même si les pays n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes géographies, ne sont pas sur les mêmes latitudes, mais on en viendra à un moment où l'esprit des assises nationales, par la lettre, viendra sonner aux portes de tous les pays d'Afrique. Au Sénégal, on peut gagner du temps sur un certain nombre de questions en examinant ce que les assises ont préconisé et en améliorant, plutôt que de vouloir réinventer la roue. Bon, il y a des gens qui estiment que ça a échoué. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on a attaqué Mbow, j'étais à l'hôpital entre la vie et la mort. J'ai failli succomber. Quand ils l'ont attaqué, avec une violence incroyable, cet homme, j'ai failli m'effondrer. Parce que c'était injuste. C'est la réflexion de toute une nation, en tout cas des segments essentiels de notre nation, qu'on rejette comme ça, avec une violence inouïe. Je pense qu'on doit aller vers justement l'application des conclusions des assises nationales. Je ne dis pas à la lettre, mais dans l'esprit, c'est ça la voie. Les résultats ne sont pas seulement dans les propositions qui ont été faites, dans les réformes institutionnelles qui ont été proposées, mais le résultat, et je dirais peut-être le résultat majeur, c'est qu'il y a un esprit des assises et nous n'avons pas fini de tirer les enseignements de cet esprit des assises. ci diggante marak mase bi julu li suuf seddee ci lañ gaawantu fatu mi ngi doon garañ ni bi jolol yu teddi ci melax yi xawe laax yeneen yu mel ni lu doon riir ngir liberté di riir ngir jàmbaar yi doon xeex te bal dàkkul di riir ngir ñi doon gàddaay ci yoon yu metti ak ngir képp koo xam ni soldaar nga bu tumuranke ci guddi gi and against the bomb the chimes of freedom flashing ci benn mbaar ci dëkk bi ñi ngi làqatu woon di xool li nga xamante ni mbir yaa ngi doon wàññeeku bi jolol yu nekk ci xew di riir ci taw bi ngelaw biru jolol yu leer nekk ci kawam di tàddi di riir ngir ki bañ di yëngu ngir ki loof di yëngu ki ñi ñàkk chance ñi ñu fàtte ñi ñu woor di yëngu ngir ñi ñu beddi yàgg ku làkk muy dundee and we gaze upon the chimes of freedom flashing su église yi san fu sore sore ak ngelaw li desetul lu dul cuulul yu nekkul la garañ bi di riir ngir ki laabi di riir ngir ki baax di riir ngir ñi ñuy gàddi ak di sàmm sunu tur ak metalkat bi kenn gënul fu sore sore ki jamono and we gaze upon the chimes of freedom flashing
pare kéemtaan yi taw bi mel ni luy lem di ay takkandeer yu amul forme te du mu ranke di wax ngir làmmiñ yi mënu la wax seen xalaat di ay xalaat yoo xam ni foogoon nañu ne xamuñu leen di war ngir silmaxa yeeg ñi tax di wax ngir ñi lu ñi nattoo jigéen ñi ñi nax ak ñi ñuy tuddee caga di wax ngir saay-saay bi ñu génne mu daw bëre and he gives upon the chimes of freedom flashing asamaan si ginnaaw di tuur ndox ndànk ndànk tedda leeraayu lamp yi duñu dal mel ni fitu jubal ci ñi nattu ñi wën te xamuñu fu jëm ci duniya di riir ngir ñi wën di seen di di metti di riir ngir ñi bëggante te mënuñoo wax seen metti di riir ngir yaram yi ñu tëj kaso yi te defuñu dara and we gazed upon the chimes of freedom flashing ñu ñuy xool leeraay lii riir ngir liberté ñuy xool leeraayu lii riir ngir liberté ñuy xool leeraayu lii riir ngir liberté